La technologie aéronautique améliorée a toujours été considérée comme une nouvelle étape dans l'évolution de la guerre. Alors que des pays comme les États-Unis, la Russie et la Chine ont été à la pointe de cette évolution avec la création de chasseurs à couper le souffle comme le F-35 Lightning II, le Sukhoi Su-57 et le Chengdu J-20, Israël serait désormais entré dans la course, testant un chasseur de 6e génération qui pourrait faire pencher la domination aérienne en sa faveur. Israël peut-il ravir la suprématie aérienne aux superpuissances? Pourquoi la Russie est-elle particulièrement préoccupée par cela? Rejoignez-nous pour discuter du choc de la Russie face aux nouveaux chasseurs de 6e génération d'Israël. Depuis la nuit des temps, la guerre a toujours reposé sur deux éléments: la collecte de renseignements et la possession de l'arme la plus puissante. Le contrôle a toujours été le maître mot, les grandes nations cherchant à dominer sur terre, sur mer et dans les airs. Si les batailles terrestres ont toujours été un thème récurrent dans la guerre, bien avant même que les Néandertaliens ne découvrent le feu, la guerre aérienne s'est imposée comme la nouvelle norme stratégique, prenant le devant de la scène, et tout le monde cherche à s'y aligner. Comme l'a dit un jour le général Giulio Douhet dans son ouvrage fondateur de 1921, La maîtrise de l'air, pour assurer une défense nationale adéquate, il est nécessaire et suffisant d'être en mesure, en cas de guerre, de conquérir la maîtrise de l'air. Il n'est donc pas surprenant que des superpuissances comme la Russie, les États-Unis et la Chine se soient concentrées sur l'obtention du meilleur que la technologie aérienne puisse offrir, allant de la vitesse subsonique à la vitesse supersonique. Et maintenant, des ambitions de vitesse hypersonique ont vu le jour, déclenchant une course mondiale aux armements entre les superpuissances. Avec l'existence et la poursuite de cette course aux armements silencieuses dans le monde de l'aviation militaire, les grands pays continuent de donner naissance à de nouveaux monstres des airs tous les quelques années, avec le F-35 Lightning II et le Chengdu J-20 de la Chine en tête, grâce à leur manipulation habile et à l'application des technologies de 5e génération. Cependant, d'autres pays, en dehors des habituels poids lourds de l'aviation militaire, la Russie, la Chine et les États-Unis, ont soudainement commencé à passer à l'action, contestant l'ordre établi, comme la Suède avec le Gripen et la Corée du Sud développant le KF-20 Boramae. Bien que ceux-ci puissent être considérés comme des petits pas rarement inquiétants pour les superpuissances, Israël est maintenant entré dans la course, faisant une entrée fracassante avec un bond technologique immense, provoquant des ondes de choc parmi les plus grandes forces aériennes existantes. Si l'on en croit les rapports, la nouvelle technologie aérienne israélienne est sur le point de dépasser l'imagination. Elle dépasserait les capacités des actuels chasseurs de 5e génération, présents dans les flottes aériennes chinoises, américaines et russes. Alors qu'Israël a toujours montré un penchant marqué pour l'application et le développement technologique, développer et tester un chasseur de 6e génération avec une vitesse hypersonique, une guerre fondée sur les données et dirigée par l'intelligence artificielle, ainsi qu'une technologie laser fonctionnelle plus précise et efficace que les systèmes américains Palletized High Energy Systems, également appelés PHELS, n'avaient jamais été envisagés par les superpuissances. Ainsi, ce développement soudain, avec Israël testant le jet sur son territoire, a envoyé un message à l'Occident et, par extension, au monde entier. Alors que les autres superpuissances n'ont pas encore répondu ou réagi publiquement à la potentielle domination aérienne d'Israël, un pays suivrait Israël dans l'ombre, observant chacun de ses mouvements: la Russie. Le Kremlin aurait été profondément ébranlé par la nouvelle technologie du chasseur israélien, sans raisons claires évoquées. Cependant, des rapports récents suggèrent que les craintes de la Russie proviendraient de ses relations diplomatiques tendues avec Israël. Leur guerre actuelle avec l'Ukraine serait bien plus difficile si Israël décidait d'aggraver la situation et de rompre davantage leurs relations jusqu'à un point de non-retour. Mais comment en est-on arrivé là? Les plus grandes nations ont toujours célébré l'hégémonie, capturant des terres voisines et les dirigeant comme faisant partie de leur empire, soit par une domination directe, soit indirecte. Des pays comme la Chine et la Russie sont connus pour suivre cette voie depuis toujours. Cependant, le monde civilisé a été bouleversé par des révolutionnaires
qui ont tenu tête à cet expansionnisme incontrôlé et forgé des alliances avec l'Occident pour renforcer leur position. Des pays comme l'Ukraine et Taïwan, en particulier, ont bénéficié de cette alternance dans l'expansionnisme qui a été limitée au cours des dernières décennies. Pendant de nombreuses années, Israël et la Russie ont entretenu une relation plutôt complexe avec de nombreuses zones floues quant à ce qu'elle impliquait réellement. Les deux parties ont bénéficié d'une diplomatie prudente, sachant qu'il ne fallait pas empiéter sur les terres ou les projets de l'autre. Pour un peu de contexte, lorsque la relation entre la Russie et l'Ukraine s'est totalement effondrée en 2014, notamment avec leur président pro-occidental de l'époque, la plupart des pays occidentaux, et même certains de la région Indo-Pacifique, ont condamné l'annexion de l'Ukraine par la Russie. Israël est resté neutre et s'est tenu à l'écart de la situation sans se ranger d'un côté ou de l'autre, gardant les mains propres et conservant de bonnes relations avec les deux nations. Avance rapide jusqu'en 2022, la Russie a décidé d'envahir l'Ukraine et de lui faire la guerre en raison de son alliance potentielle avec l'Union européenne et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Alors que les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont condamné l'attaque de la Russie contre l'Ukraine et imposé de lourdes sanctions économiques, Israël a continué d'entretenir des relations avec le Kremlin, refusant d'imposer des sanctions contre lui. Il a rejeté les appels à fournir des armes défensives à l'Ukraine. Cependant, cette neutralité a été soutenue par l'intérêt stratégique d'Israël en Syrie, un territoire où le Kremlin dispose d'une puissance de feu considérable et d'une présence militaire très marquée. La logique est simple. La Russie permet à Israël de mener sa guerre en Syrie sans aucune intervention, bien qu'elle en ait la capacité, et Israël maintient leurs relations intactes malgré les pressions d'autres nations pour qu'il impose des sanctions au Kremlin. La Russie et Israël ont toujours eu quelques croisements culturels. En effet, le russe est la troisième langue la plus parlée en Israël, après l'arabe et l'hébreu. Il a été enregistré que des centaines de milliers de Russes vivent en Israël et plus de 100 000 citoyens israéliens vivent en Russie. Cependant, cette diplomatie prudente et cette alliance ont été mises en péril depuis le début de la guerre à Gaza. Le Hamas et Israël se sont finalement engagés dans une guerre totale, faisant de nombreuses victimes. Le Hamas, un groupe armé palestinien, a coordonné une attaque le 7 octobre 2023, faisant 1200 morts israéliens et prenant 250 autres en otage. Après le raid réussi du Hamas sur Israël, ce dernier a riposté avec force, déployant certaines de ses plus grandes puissances militaires sur terre et dans les airs. Peut-être que leur offensive aérienne a le plus captivé l'attention de tous, en particulier lorsqu'ils ont déployé leur version du F-35 Lightning II, mettant fin à la vie de dizaines de milliers de Palestiniens en représailles à l'attaque du 7 octobre. Alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que la Russie encourage Israël, le président Vladimir Poutine a au contraire vivement critiqué Israël pour sa réponse musclée à l'attaque du 7 octobre. Cette action a entraîné un bouleversement sismique dans le paysage géopolitique. Bien que la Russie ait déploré la réponse d'Israël à l'attaque, le Kremlin a refusé de condamner les attaques du Hamas du 7 octobre. Après cette démonstration publique de désapprobation, ils ont également officiellement soutenu les appels à un cessez-le-feu immédiat à Gaza auprès des Nations Unies. Dans le même temps, au début de la guerre, Poutine a accusé Israël d'envisager des tactiques comparables au siège brutal mené par l'Allemagne nazie sur ce qui est aujourd'hui Saint-Pétersbourg pendant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, la relation entre les deux nations a commencé à se dégrader. Cependant, en termes de puissance militaire, la Russie détient la plupart des cartes. Par conséquent, il pourrait être vain de s'opposer à elle. Des rapports ont souvent suggéré qu'Israël s'était bercé d'illusions avec ce partenariat silencieux avec la Russie, en raison de l'histoire bien documentée de relations glaciales avec l'URSS. Cependant, au fil des années, la Russie issue des cendres de l'URSS a établi une très bonne relation avec Israël, comptant des millions d'anciens citoyens soviétiques installés en Israël, diffusant la langue dans tout le pays et créant un bloc politique que personne n'avait vu venir.
Alors qu'il semblait que leur relation durerait éternellement, les commentaires de Vladimir Poutine sur l'attaque du Hamas ont tendu leur diplomatie prudente, et la situation a basculé, le Kremlin s'étant tourné vers une nouvelle alliance avec l'un des plus grands ennemis d'Israël, l'Iran. Sachant pertinemment que le Kremlin dispose de ses S-400 en Syrie, ce qui fait d'Israël une cible facile à atteindre à cette distance, l'Iran aurait demandé à la Russie de neutraliser Israël. Cependant, la Russie a refusé de le faire, mais est restée à Téhéran, leur demandant de fournir des drones pour leur guerre contre l'Ukraine, pendant qu'ils cherchaient ensemble à échapper aux sanctions occidentales et à trouver des moyens de prospérer. Bien que rompre avec la Russie ne soit pas perçu comme une fin du monde sur le plan diplomatique, ces ponts peuvent être reconstruits aussi souvent qu'ils sont brûlés. La véritable menace pour Israël réside dans la crainte que la Russie n'arme l'Iran avec des armes nucléaires pour l'attaquer. Cependant, le Kremlin est resté ferme sur sa position vis-à-vis d'Israël en pleine guerre avec le Hamas, mais pendant ce temps, des rapports indiquent qu'Israël a de nouveau testé son chasseur de 6e génération, ce qui a choqué la Russie, désormais déconcertée quant à la suite des événements. La guerre entre la Russie et l'Ukraine a vu l'Ukraine équipée d'armes et, plus important encore, de chasseurs comme le F-16 Fighting Falcon. Cependant, les États-Unis n'ont jamais décidé de leur fournir le révolutionnaire F-35 Lightning II. Mais avec la trahison éventuelle par la Russie de la confiance et du lien solide qui l'unissait à Israël, y a-t-il une chance que les États-Unis décident d'armer l'Ukraine avec leur propre version du F-35 Lightning II et leur avion de 6e génération récemment testé? Pourquoi les Russes sont-ils aussi préoccupés par les F-35 Lightning II? Le F-35 Lightning II, fabriqué par Lockheed Martin, une entreprise américaine d'armement, est une avancée révolutionnaire dans l'aviation militaire. Conçu comme un chasseur furtif monoplace, monomoteur, supersonique, destiné à remplir plusieurs rôles de combat dans tous les types de guerre. Le F-35 Lightning II est un chasseur de 5e génération, considéré par l'armée américaine principalement comme un chasseur d'attaque destiné à la suppression des défenses aériennes ennemies. Cependant, contrairement à certains avions qui ont besoin d'un partenaire pour que l'un puisse se concentrer sur des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ou ISR, pendant que l'autre délivre la charge utile si nécessaire. Par exemple, le Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk, conçu pour la collecte de renseignements, est souvent associé au F-22 Raptor, ainsi qu'au F-35 Lightning II, qui fournit la force de frappe nécessaire pour exploiter les renseignements collectés par l'autre et délivrer la charge utile en conséquence. Mais c'est ce qui rend le F-35 Lightning II phénoménal. Il peut diriger une équipe dans les deux rôles, ce qui signifie qu'il peut assurer la mission furtive du Global Hawk avec ses capacités de furtivité de pointe et transporter suffisamment d'armement pour accomplir des missions d'attaque sans problème. La maniabilité et la furtivité ont toujours été la nouvelle norme dans l'évolution de l'aviation militaire. Ainsi, les conceptions récentes y ont accordé une grande attention. Imaginez pouvoir rôder derrière les lignes ennemies et rester indétecté par leur technologie radar. Telle est la conception du F-35 Lightning II. Dans les avions militaires traditionnels comme le F-16 Fighting Falcon, le chasseur est conçu avec une seule dérive verticale. Cependant, comme la furtivité et la maniabilité restaient une priorité, ils ont décidé de créer des configurations de queue différentes sur le F-35, avec le secret logé dans sa queue. Contrairement aux autres avions précédents, le F-35 possède une configuration aile-queue avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés pour la furtivité, associés à un ensemble distinct d'ailes et une section arrière séparée. Comme le suggèrent les stabilisateurs, ils offrent à l'avion stabilité et contrôle, en particulier pendant le combat. Cependant, si l'un des avions est attaqué et que, pour une raison quelconque, les mains du pilote ne sont plus sur les commandes, l'appareil ne tombe pas immédiatement du ciel. Au lieu de cela, il retrouve sa stabilité pour garder le chasseur droit grâce aux 2 stabilisateurs horizontaux. Le F-35 a une configuration aile-queue avec 2 stabilisateurs verticaux inclinés pour la furtivité, ce qui signifie qu'ils sont volontairement orientés vers l'extérieur plutôt que droits,
comme sur d'autres appareils, ce qui lui donne l'avantage de la furtivité. Cette conception inclinée réduit très efficacement la surface équivalente radar en déviant les ondes radio émises par les capteurs ennemis. Plutôt que de les renvoyer directement vers les radars ennemis, les ondes sont détournées ailleurs. C'était une prouesse aéronautique que personne, à l'époque, ne pensait possible. Les systèmes de mission du F-35 Lightning II sont l'un des aspects les plus complexes de l'appareil, en particulier ses systèmes avioniques et la fusion de capteurs, qui sont conçus pour améliorer la conscience situationnelle et de combat du pilote, ses capacités de commandement et de contrôle, et faciliter la guerre en réseau. Parmi ces capteurs clés figure le radar à antenne active à balayage électronique Northrop Grumman AN/APG 81, souvent surnommé radar AESA, le système de guerre électronique BAE Systems AN/ASQ 239 Barracuda, le système Northrop Grumman/Raytheon AN/AQ 37 de capteurs électro-optiques distribués DAS, le système de ciblage électro-optique Lockheed Martin AN/AQ 40, également appelé EOTS, et le système de communication, navigation et identification Northrop Grumman AN/ASQ 242. Ces systèmes avioniques et de capteurs aident particulièrement l'appareil dans tous les aspects du combat aérien. Pour contexte, le radar AESA Northrop Grumman AN/APG 81 aide le pilote en fournissant une détection de cible à longue portée et un suivi facile, permettant des combats air-air et air-sol tout en brouillant les signaux des autres avions environnants, leur donnant un avantage et un contrôle impressionnant sur le combat aérien. De plus, le système électro-optique distribué Northrop Grumman/Raytheon AN/AQ 37 donne au pilote une vision complète à 360 degrés du champ de bataille, l'aidant à localiser la prochaine menace le plus rapidement possible. Il suit également les missiles, les avions ennemis, les missiles solaires et permet une vision infrarouge pour les opérations nocturnes. Il y a ensuite le système de ciblage électro-optique Lockheed Martin AN/AQ 40, qui aide l'appareil à verrouiller une cible et à tirer un missile air-air capable de poursuivre sa cible même lorsqu'elle se déplace de manière imprévisible. C'est presque comme voir la science-fiction prendre le dessus sur le monde réel. En dehors de ses capacités furtives, la plus grande caractéristique du F-35 est peut-être le système de communication, navigation et identification Northrop Grumman AN/ASQ 242. Northrop Grumman, l'entreprise qui produit ce logiciel, a utilisé des technologies avancées de radio définies par logiciel. Cette technologie permet l'exécution simultanée de plusieurs fonctions critiques tout en réduisant considérablement la taille, le poids et les besoins en énergie de l'avion de chasse avancé. Les capacités du Northrop Grumman AN/ASQ 242 incluent également l'identification ami ou ennemi, la navigation de précision et diverses communications vocales et de données, y compris le lien de données multifonctions avancé, approuvé par le Joint Requirements Oversight Council du département de la Défense des États-Unis pour une utilisation sur toutes les plateformes furtives. Bien que la Russie ait réagi avec le Sukhoi Su-57, le fait qu'Israël soit équipé de sa propre version du F-35 rend les choses plutôt délicates pour le Kremlin, qui aurait du mal à en faire un ennemi. Dans la guerre contre le Hamas, Israël a été vu utilisant sa version du F-35 Lightning II, appelée F-35 Adir, qu'il a d'abord acquise auprès des États-Unis le 22 juin 2016. Son efficacité dans le combat moderne, neutralisant les missiles du Hamas sans le moindre effort, tout en menant des frappes offensives en parallèle, a été remarquable. Bien qu'Israël n'ait montré aucun signe de vouloir faire la guerre à la Russie, même après que le président Vladimir Poutine l'a abandonné depuis sa riposte à l'attaque du 7 octobre du Hamas, l'Ukraine reste en contact avec Israël, espérant tirer profit de la relation fracturée entre la Russie et Israël, et en utilisant le soutien sollicité du Kremlin auprès de l'Iran, un ennemi bien connu d'Israël,
comme monnaie d'échange pour les rallier à leur cause. Bien que la Russie soit également dominante dans les airs, elle peine à égaler n'importe quelle version des F-35 car elle est incapable d'en reproduire les capacités furtives et ne peut pas non plus les obtenir des États-Unis qui ont toujours refusé toute tentative d'achat. Étant exclu des plans des États-Unis, le Kremlin a décidé de riposter en introduisant directement une réponse à cet avion dangereux avec l'introduction de leurs bombes surdimensionnées S-400 transportées sur de grands véhicules et dotées d'un taux de réussite impeccable dans l'abattage d'avions. Pour donner un peu de contexte, certaines sources affirment que, le 14 avril 2022, le ministère russe de la Défense a revendiqué l'abattage d'un Mi-8 ukrainien par leur système S-400 Triumph près de Ordonia, dans l'oblast de Tchernihiv, alors qu'ils se rendaient vers une base aérienne, en représailles à une attaque sur le territoire russe près de Kilmovovo, dans l'oblast de Briansk. Bien que leur taux de réussite dans l'abattage de chasseurs soit impressionnant, ils vivent désormais dans la crainte constante de ce que les Israéliens pourraient décider de faire, avec deux grandes questions en tête. Si Israël décidait d'entrer en guerre contre la Russie, pour avoir soutenu l'Iran et s'être retourné contre eux pendant la guerre à Gaza, pourrait-il mener une guerre sur deux fronts, en affrontant à la fois la Russie et l'Ukraine? Alors que les États-Unis ont pu refuser le F-35 à l'Ukraine dans le passé, la rupture des relations entre Israël et la Russie pourrait-elle favoriser un meilleur lien avec l'Ukraine, lui donnant accès à leur version du F-35 à dire? Bien que la menace que représente le F-35 reste un problème pour la Russie, Israël a continué de tester ses chasseurs de 6e génération, dont on dit qu'ils font moins de combats aériens rapprochés. Cela signifie qu'Israël prend les devants d'un nouveau concept de combat aérien, appelé combat hors de portée visuelle, ou BVR, Beyond Visual Range. Ce nouveau concept signifie qu'un avion de chasse pourrait rester à 40 km de sa cible, la verrouiller avec son système de précision intégré et tirer depuis cette distance sans jamais être vu. C'est comme un combat avec une ombre qui hante les rêves russes, dans la peur que les Israéliens arment l'armée ukrainienne non seulement avec leur F-35, mais qu'ils fassent basculer complètement la guerre en leur donnant accès à leurs avions de chasse de 6e génération. Cependant, le monde observe, attendant le poids de la pénitence que la Russie devra payer après avoir trahi sa diplomatie prudente avec Israël. Merci de nous avoir regardés. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À tout de suite.